Bonsoir, le monde est en train de changer sous nos yeux, mais le changement est tel qu'on a du mal à dessiner la carte du monde d'après. La tragédie syrienne, l'offensive terroriste aux quatre coins de la planète, l'étrange diplomatie des États-Unis qui délaissent leurs alliés pour un Iran improbable, l'Europe submergée par la vague migratoire, la crise économique. Tous ces événements s'entrechoquent au point de former une zone de turbulence dangereuse et opaque. Comment sortir de cette zone ? Quelle serait la bonne direction ? Ces questions, nous les poserons à notre invité ce soir, Thierry de Montbrial. Bonsoir, merci d'être là. Président de l'Institut français des relations internationales, votre expertise nous aidera à tenter de voir clair dans ce chaos annoncé. Premier dossier, il s'impose, la terreur islamique qui fait l'objet d'un conseil de guerre entre alliés à Paris. Léa Berdugo. Côte à côte, pour mieux lutter contre le groupe État islamique. Autour de la table, toute la journée, les ministres de la Défense des 7 pays les plus engagés ont fait le point sur les actions de la coalition internationale, avec des premiers reculs de l'EI à Kobané, Sinjar et Ramadi. Le ministre français de la Défense s'est félicité des avancées dans la lutte contre Daesh. Nos efforts conjoints, ainsi que ceux de tous les membres de la coalition, portent leurs fruits. Et on observe ces dernières semaines un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Quels moyens seront mis en place ? Plus d'avions de combat, mais également plus de formateurs de troupes au sol. Le secrétaire d'État américain à la Défense a énoncé sa feuille de route pour détruire le groupe État islamique. Premièrement, détruire le cancer de l'État islamique en supprimant ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul. Deuxièmement, lutter contre les métastases de cette tumeur à travers le monde. Enfin, troisièmement, protéger les populations chez nous. Le 25 janvier doivent se tenir des pourparlers pour une solution politique à apporter à la Syrie. Ils s'annoncent difficiles en raison de désaccords sur la composition de la délégation de l'opposition. Cette question était au cœur ce mercredi à Zurich de la rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Et l'on retrouve en direct de Paris Christian Mallard pour tirer les enseignements de ce conseil de guerre. Christian ? Alors bonsoir Paul, oui. Alors le mot d'ordre des 7 est très clair. L'État islamique en effet est en train de perdre du terrain en Syrie mais surtout en Irak où la prochaine cible devrait être l'agglomération très importante de Mossoul. Alors à partir de là, que disent-ils ? Il nous faut enfoncer le clou, il nous faut éradiquer Daesh. Comment ? En éliminant le maximum d'infrastructures et de capacités logistiques. Et puis deux, en continuant de façon répétée le soutien aérien aux troupes qui sont au sol. Quelles sont ces troupes ? Les troupes irakiennes, et puis les Kurdes. Mais ça ne suffit pas. Il faut quand même aujourd'hui mettre des troupes au sol. Alors on va sans doute se retourner du côté des Russes pour leur dire, écoutez, monsieur Poutine, c'est bien beau tout ça. Jusqu'à présent, votre aviation, elle a surtout pilonné les rebelles opposants à Bachar el-Assad. Maintenant, ça serait bien que vous veniez nous épauler quand même contre Daesh. Donc on va voir ce que vont dire les Russes. Maintenant, il y a aussi un problème, c'est que l'on comptait aussi sur cette coalition antiterroriste musulmane que l'Arabie saoudite veut mettre sur pied avec 34 pays, mais elle ne tient pas la route, elle est hétérogène. Et puis elle reflète bien, en tout cas sur le terrain, les antagonismes qui existent aujourd'hui entre les sunnites et les chiites. Mais Paul, pour en terminer, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'en coulisses aujourd'hui, on disait qu'il faudra encore aller plus loin pour éradiquer Daesh. On a déjà la Syrie, l'Irak, mais la prochaine étape, en tout cas, ce qui apparaît comme la plus évidente, c'est la Libye. Merci Christian. Thierry de Montbrial. Alors, première intervention, on a du mal à comprendre qu'une coalition composée de 7 pays, les États-Unis en tête, ne parvienne pas à éradiquer ce que d'une des personnalités appelait cancer. Oui, alors évidemment, on peut aligner des pays et dire ils sont alliés, mais qu'est-ce que ça veut dire être alliés ? Pour monter une véritable coalition organisée pour pouvoir, pendant une période de temps prolongée, parce que tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, agir sur tous les niveaux, parce qu'il y a le terrain militaire, mais il y a bien d'autres terrains. Il y a le terrain psychologique, par exemple, parce que cette guerre, elle est aussi très largement une guerre de médias, une guerre de propagande. Oui. Il faut comprendre comment ces terroristes fonctionnent, quels sont leurs ressorts mentaux, etc., etc.
etc. Pour mettre tout ça en place, ça prend du temps. D'autre part, il y a d'autres intérêts qui interfèrent avec cela. Et je crois que la première question, c'est d'établir les priorités. Alors pour moi, c'est tout à fait clair. La priorité dans ce Moyen-Orient complexe et de plus en plus complexe, la priorité, c'est effectivement la lutte contre Daesh. Mais si nous voulons absolument lutter contre Daesh, il faut aussi accepter de faire des alliances temporaires avec des pays qu'on n'aime pas nécessairement. Alors vous avez dit vous-même récemment que la guerre contre l'État islamique sera une guerre de longue haleine. Vous l'avez vous-même dit. Est-ce qu'une difficulté n'est pas liée au fait que ces terroristes-là, à partir du moment où ils arrivent à conquérir une ville, se cachent au milieu de la population et se servent de la population comme bouclier? Oui, mais là nous sommes, bien entendu, mais là nous sommes au niveau tactique. C'est-à-dire qu'évidemment, ils se cachent dans les villes, etc. Mais derrière ces considérations tactiques, qui sont très importantes, il y a des considérations beaucoup plus importantes. Pourquoi cet État islamique, sur quoi joue-t-il? Je vais vous donner un exemple pour être concret. On parle de l'Arabie saoudite. Bon, l'Arabie saoudite, pour l'instant, sont nos alliés pour de nombreuses raisons, et même, si je puis dire, les alliés d'Israël. Mais l'Arabie saoudite, elle est une cible pour Daesh. Pourquoi? Parce que le pacte fondamental historique de l'Arabie saoudite, c'est des tribus du Najd, c'est la partie centrale de l'Arabie saoudite, et qui sont fondées sur le wahhabisme. Et Daesh cherche à dépasser le wahhabisme en le reprochant aux tribus wahhabites et aux autorités religieuses wahhabites de pactiser avec un gouvernement pourri qui est le gouvernement des Saouds. Donc tout ça est extraordinairement complexe. Et je pense que tout ça va en effet être très long. Voilà, et pour reprendre la comparaison médicale, cancer, tumeur multiforme. Alors, cancer, mais je pense que, et cancer multiforme, d'ailleurs les cancers sont généralement multiformes, parce que ça mute, si j'ose dire, mais justement, la question c'est, est-ce vraiment un cancer? Est-ce qu'on peut couper la tumeur ou les tumeurs? Moi je pense que oui. Je crois qu'on le peut, mais il faut serrer les problèmes et il faut mettre en place des coalitions qui soient des coalitions de longue durée. Je vais vous donner aussi un autre exemple, il faut aussi savoir travailler avec la Russie. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, les pays occidentaux, vis-à-vis de la Russie, à mon avis. Il faut également pouvoir réintégrer la Turquie dans le système de coalition. Je crois que c'est possible, mais tout ça, là aussi, ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors, les Alliés font tout de même preuve d'efficacité quand ils ciblent précisément un chef terroriste, Djihadi John, qui prenait un tel plaisir, et le mot est si faible, à décapiter, égorger ses otages, a bien été tué en novembre dernier. Les bourreaux meurent aussi, Océane Nicole. C'est désormais officiel, Djihadi John est mort. Le terroriste britannique, membre actif de l'État islamique, a été tué le 12 novembre dernier par une frappe aérienne. L'armée américaine l'avait affirmé il y a déjà quelques mois. Vêtu de noir, masque et couteau à la main, à l'accent britannique parfait, Djihadi John apparaît dans plusieurs vidéos de l'État islamique, des vidéos de décapitation d'otages et d'occidentaux. C'est le magazine Dabiq de l'organisation djihadiste qui confirme sa mort. La revue lui consacre un article élogieux. Il le qualifie de martyr et de frère honorable. L'État islamique indique que Djihadi John se trouvait dans une voiture lorsqu'il a été visé par un drone à Raqqa, dans l'est du pays. Il est mort sur le coup. De son vrai nom, Mohamed Mwazi, il était l'emblème de la cruauté de Daesh. Le gouvernement britannique le soupçonne même d'avoir planifié les attentats dans le métro de Londres le 7 juillet 2005. Mais la relève est déjà assurée. Siddhartha Haddar, un Britannique de 32 ans, serait le nouveau Djihadi John. Début janvier, il menace directement le Premier ministre David Cameron avant d'exécuter 5 civils syriens. Le drapeau noir de l'islam flottera un jour au-dessus du 10 Downing Street. En Syrie, les djihadistes britanniques ne manquent pas. Tous rêvent de remplacer le célèbre Djihadi John. Alors pour le coup, là, ils savent faire. Ils disposent d'informations quand même assez remarquables sur les déplacements des chefs terroristes. Absolument, mais là, encore une fois, on est au niveau de la tactique, de la technique et de la tactique. Mais on peut avoir d'excellentes techniques, heureusement, les Américains l'ont, d'excellentes tactiques, les Américains l'ont, il faut avoir aussi une bonne stratégie. Mais la stratégie, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui doit se jouer sur la durée. Par exemple, à l'époque de la guerre froide, les Américains ont pratiqué une stratégie cohérente pendant 40 ans. 40 ans. Et moi, je vous dis
il faudra peut-être 10, 20 ans pour arriver à éliminer ce que vous appelez le cancer. Oui, oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'un chef terroriste est abattu, mais un autre surgit aussitôt. Eh bien, c'est exactement ça. Dans les années 70, il y avait du terrorisme en Europe, comme chacun sait, l'action directe, etc., etc. Mais c'était les terroristes qui ne se renouvelaient pas. Par conséquent, on les éliminait, ils ne se renouvelaient pas. Tandis que là, c'est un petit peu comme la résistance, si vous voulez, pendant la guerre. Camarades, on en tue un, il y en a 100 qui les remplacent. La fameuse chanson, le chant des partisans. Donc, c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler. Mais ça n'empêche évidemment pas l'action tactique, ce genre d'action, je crois, c'est important, il faut le continuer. Et dans ce top 10 de la cruauté que les mouvements terroristes affectionnent, les talibans occupent encore une bonne place. Leurs victimes aujourd'hui, des étudiants attaqués sur leur propre campus. Maël Benoliel. Les premiers blessés sont évacués sur des civières. À l'extérieur de l'université de Charsada, des dizaines de véhicules militaires sécurisent la zone. L'assaut de la police est terminé et le bilan est lourd. Cette université du nord-ouest du Pakistan vient d'être la cible d'une attaque terroriste menée par un commando d'une douzaine d'hommes. Tôt ce matin, des hommes armés profitent du brouillard hivernal pour se glisser à l'intérieur de l'enceinte du campus sans être vus. Ils tirent sur des étudiants et des professeurs dans les salles de classe et les dortoirs. Nous avons entendu les tirs à partir de l'arrière du campus. Nous avons pensé au début que c'était une bagarre. Puis les coups de feu ont repris de plus belle. À ce moment-là, on nous a dit de rentrer dans les salles de classe et de ne pas en sortir. Ensuite, les forces de sécurité sont venues, des soldats étaient là aussi. Tout le monde a fait preuve d'une grande bravoure. Beaucoup de gens sont morts sous nos yeux. Il y a aussi de nombreux blessés, des étudiants pour la plupart et des membres des services de sécurité. Tout le monde est très choqué. Alors que les familles des victimes commencent à identifier leurs proches, le chef de l'armée pakistanaise vient constater les dégâts et féliciter ses hommes. Cette attaque terroriste a été revendiquée par l'organisation des talibans au Pakistan, le TTP. Cette université qui accueille près de 3000 étudiants n'avait pas reçu de menaces spécifiques. Cet assaut intervient un peu plus d'un an après l'attaque des talibans qui avait coûté la vie à 141 personnes dans une école de Peshawar, située seulement à une cinquantaine de kilomètres de Charsada. L'offensive, qui avait duré plusieurs heures, reste le pire attentat de l'histoire du pays. Aucun pays n'est, semble-t-il, épargné. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on peut parler, la formule vous paraîtra peut-être inappropriée, d'international terroriste, même si les franchises sont... Bien entendu. Les technologies de l'information et de la communication, elles sont utilisées par tout le monde. Paul Amar, elles sont utilisées par vous. Ici, on dialogue avec mais elles sont utilisées par les terroristes, par les trafiquants. Et en plus, pire que ça, ils travaillent entre eux. Eux-mêmes, ils forment des coalitions d'intérêts. Les terroristes, les trafiquants en tout genre, etc., etc. Alors, on connaissait les liens entre les talibans et Al-Qaïda. Est-ce qu'à votre avis, il y a un lien possible entre les talibans d'aujourd'hui et Daesh ? Écoutez, il faut voir, tous les liens sont envisageables. Mais prenons le problème des talibans. Tout simplement. On voit bien qu'il y a aussi les États. C'est que malgré toutes ces difficultés, les États continuent de jouer un rôle. Parce qu'après tout, tous ces gens-là, ils travaillent sur des États. Or, les talibans, l'intérêt de les battre, l'intérêt de les casser, c'est un intérêt partagé entre qui ? Entre les pays occidentaux, mais aussi l'Iran, mais aussi le Pakistan, mais aussi la Chine. Et ceci montre bien combien la question est complexe. Par exemple, l'Iran, dont on se méfie pour beaucoup de raisons, mais l'Iran est aussi un pays avec lequel nous partageons certains intérêts. Et cet exemple montre bien la complexité de la situation. Si les talibans reprennent le contrôle de l'Afghanistan, c'est une catastrophe pour l'Iran, pour le Pakistan, et donc pour les alliés du Pakistan, comme la Chine, et même pour les États-Unis. S'il y a un pays qui suit de très près cette montée de la violence terroriste dans le monde, c'est bien sûr Israël. Les services de renseignement exercent une surveillance de tous les instants et cette vigilance non-stop leur a permis de démanteler une importante cellule terroriste qui s'apprêtait à commettre des attentats spectaculaires. Maxime Pérez. L'information confirme les craintes des responsables israéliens. Dans l'incapacité d'ouvrir un nouveau front pour le moment, le Hezbollah tente de s'implanter dans les territoires palestiniens où il encourage la préparation d'attentats anti-israéliens.
La puissance milice chiite libanaise est parvenue à actionner une cellule terroriste de 5 Palestiniens habitant la ville de Tulkarem. Ces derniers ont été récemment interpellés par l'armée israélienne et le Shabak alors qu'ils planifiaient une attaque à l'arme automatique. Plus surprenant, le mode opératoire du Hezbollah, Mahmoud Jaloul, identifié comme le cerveau du groupe palestinien, a été recruté sur les réseaux sociaux par Jawad Nasrallah, qui n'est autre que le fils du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pour communiquer et recevoir des instructions, le chef du groupe a créé une nouvelle boîte de messagerie. Mahmoud Jaloul a également reçu la somme de $5000 transférée par virement bancaire. L'enquête a permis de comprendre que cette cellule dormante planifiait d'autres attaques plus sophistiquées. En plus de devoir observer les mouvements de l'armée israélienne dans la région de Tulkarem, les apprentis terroristes avaient reçu des instructions sur le maniement et la fabrication d'explosifs. Le mois dernier, c'est dans cette même ville de Tulkarem que l'armée israélienne avait opéré un coup de filet dans les rangs du Hamas. Une vingtaine de ses membres avaient été arrêtés. Ils prévoyaient notamment des attentats suicides. Alors l'État hébreu craint l'ouverture d'un front possible au nord, côté Golan. Est-ce qu'à votre avis, cette crainte est fondée ? Écoutez, moi je n'ai pas les renseignements détaillés qui me permettraient de donner une réponse complète, mais je crois en tout cas qu'il faut l'avoir, cette crainte. Nous sommes également dans un système de prévention. Je crois que la force, d'ailleurs, une des forces d'Israël, c'est précisément de se préparer à toutes les hypothèses. Et plus on se prépare, et moins on a des chances que ça, et plus on a des chances que ça ne se réalise pas, voyez-vous. Mais on peut avoir en effet des fronts, comme on le disait tout à l'heure, absolument partout aujourd'hui, à la fois localement au Moyen-Orient, mais également dans tous les pays. Aucun pays n'est épargné. Et c'est pour ça, je le répète, parce que c'est peut-être le message essentiel, il faut aussi travailler avec les États. Et même, encore une fois, des États avec lesquels que l'on n'aime pas. C'est pour ça que l'Iran est important. Si vous voulez, on peut en parler aussi de l'Iran. Là, pour l'instant, on décline tous les événements qui sont produits aujourd'hui, mais on ramassera tout ça en quelque sorte dans un effort de synthèse que vous ferez à la suite de la diffusion de ces événements. Alors précisément, pour revenir à Israël, aussi performant soit-il, les services de sécurité sont dans l'impossibilité de prévenir ces attaques au couteau désormais quotidiennes. Le traumatisme est encore très fort après l'assassinat de Daphna Meir, cette mère de 6 enfants, et le gouvernement israélien songe à renforcer la protection de ses implantations. Mathias Inbar. Des propos qui passent mal du côté des habitants des implantations. Je souhaiterais construire une barrière de sécurité autour du village d'Otniel et de ceux qui n'en ont pas. La phrase aurait donc été prononcée par Binyamin Netanyahou au cours de sa visite à Otniel, justement, auprès de la famille de Daphna Meir, cette mère de 6 enfants poignardée à mort à son domicile. Et le Premier ministre israélien d'expliquer qu'aucune initiative ne sera prise sans l'accord des leaders des implantations du Mont Hébron. Levée de bouclier immédiat des résidents d'Otniel, ces derniers préfèrent être protégés par une technologie de caméra de surveillance. Nous sommes en 2016, pas dans les années 70 ou 80. Notre système va au-delà de simples caméras de surveillance. Tous les mouvements sont captés par notre système de sécurité ultra-moderne. Si un chien aboie et court dans tous les sens, nous le verrons. Ce qui n'a pas empêché qu'un terroriste palestinien passe au travers du système et poignarde Daphna Meir. Des résidents qui rappellent toutefois que les barrières de sécurité ne sont pas non plus imperméables et prennent pour exemple le meurtre de 5 Israéliens en 2011. 2 terroristes palestiniens avaient alors entaillé la barrière de sécurité pour assassiner les parents Fogel et 3 de leurs enfants. Un problème de fond, estime au contraire le responsable sécuritaire. Pour Yehuda Glick, activiste pour la construction du 3e temple et résident d'Otniel, la construction d'une barrière de sécurité empêcherait de facto la poursuite des constructions et donc leur expansion. Il faut savoir que l'autorité palestinienne aide les Israéliens à prévenir d'autres attaques au couteau sans pour autant condamner celles qui se produisent. On est au Proche-Orient. Mathias Inbar. Le timing est assez particulier. 72 heures après l'assassinat d'une mère de famille israélienne à son domicile, le directeur des renseignements palestiniens affirme lutter lui aussi contre l'embrasement de la région. Chiffre à l'appui, le général Majed Faraj annonce que ces hommes ont contrecarré plus de 200 attaques depuis octobre, depuis le lancement de cette intifada des couteaux. Généralement très peu loquace, Faraj a précisé avoir arrêté plus de 100 Palestiniens lors de ces 3 derniers mois. À quoi serviraient de telles déclarations ? Eh bien, à jouer sur les 2 tableaux, faire le jeu des Israéliens afin de conserver le leadership politique du Fatah d'un côté
et contempler la rue palestinienne de l'autre, une rue qui dit à 66% soutenir cette vague actuelle de violence. Un double langage qui se traduit finalement dans les faits. Majed Faraj poursuit son travail avec ses homologues israéliens, mais ne condamne pas la mort de 29 Israéliens en plus de 100 jours de violence. Oui, pour maintenir à petit feu ce soulèvement populaire au quotidien, non aux attentats, suicides et aux attaques de grande envergure. Son objectif, maintenir la coopération sécuritaire avec Israël en vertu des accords d'Oslo, éviter ainsi l'implosion de l'autorité palestinienne et surtout, explique-t-il, éviter de laisser la voie libre à l'État islamique. Alors quand on parle de ces implantations, il s'agit en fait de quelques familles perdues au milieu de grandes agglomérations arabes dans les territoires. Je prends le cas de Hébron, il y a à peine quelques familles au milieu de 200 000 arabes palestiniens, je pense. Est-ce que, à votre avis, vous qui vous intéressez à ces questions, ces implantations ont une valeur stratégique pour l'État d'Israël ? Alors, d'abord, je pense que si Israël le fait, il y a des raisons. Et par conséquent, ça doit avoir aux yeux d'Israël une certaine valeur. Sinon, je ne vois pas quelle serait la raison de ces implantations. Parce que le prix à payer est quand même très lourd. Alors c'est précisément la question. Moi, je pense que Israël, l'État d'Israël, pour lequel j'ai personnellement une très grande sympathie, je le dis, mais je crois qu'il y a un problème aussi de communication, si vous voulez, parce que nous sommes aussi dans une guerre qui est une guerre de communication, une guerre les médias sociaux sont aujourd'hui omniprésents. Et si ces personnes vont se faire, vont pratiquer, assassinent au couteau et n'hésitent pas à mourir elles-mêmes, c'est qu'ils calculent que ceci va avoir un impact qui va bien au-delà justement de l'assassinat et qui est réel, en raison justement des médias sociaux. Par conséquent, cela veut dire aussi que toute action qui est facilitée, promue par l'État hébreu doit aussi tenir compte de ces questions de communication au sens large. Et là, je ne suis pas sûr que la situation soit totalement comprise et qu'elle soit à l'avantage d'Israël. Alors, il nous reste quelques minutes avant le terme de cette première partie de Paris-Jaffa. Je comptais sur vous pour voir plus clair. Et je suis encore plus perdu. Quand vous parlez, par exemple, des alliances, j'évoquais tout à l'heure la carte du monde qu'il fallait redessiner. Et ces alliances qui ne cessent de changer entre les uns et les autres, j'ai l'impression que les États dont vous parlez très souvent sont eux-mêmes complètement paumés dans ce monde qui change d'une façon incroyable. Oui, mais le monde, en effet, change de façon incroyable. Mais d'abord, les États existent encore. Et ils doivent aussi s'adapter à des situations pour lesquelles ils n'étaient pas particulièrement préparés. Alors quand on a des situations pour lesquelles on n'était pas préparé, eh bien il faut un temps d'adaptation. Par exemple, ce sera le cas pour les pays de l'Union européenne, avec les réfugiés, avec hélas le terrorisme qui nous frappe cruellement, qui continuera de nous frapper. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle d'alliance, il ne faut pas penser aux alliances comme justement l'Alliance Atlantique pendant la guerre froide qui a duré 40 ans. Dans l'histoire, historiquement, il y a eu des alliances qui pouvaient bouger très vite. Il y a la guerre de 30 ans au XVIIe siècle en Europe a été une guerre où les alliances justement changeaient en permanence en fonction des circonstances. Et je pense que nous sommes dans une situation de ce genre. Mais aujourd'hui, il faut rechercher les intérêts communs qui peuvent changer, encore une fois, d'un moment à l'autre, et essayer de travailler ensemble. C'est ça qui, à mon avis, est la question centrale par rapport à l'Iran. Je suis parfaitement conscient, étant ici en plus depuis quelques jours, à quel point la question iranienne est sensible, et je le comprends, pour Israël. Mais réfléchissons un instant à ce qui se passerait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet accord et si l'Iran contribuait encore plus qu'il ne contribue à développer le chaos dans la région. Ça veut dire que vous croyez dans la sincérité de l'Iran ? Mais les relations internationales ne sont pas des questions de sincérité. Est-ce que vous croyez à la sincérité des États-Unis même ? Vous comprenez ? La sincérité, c'est quoi ? Lorsque les États-Unis ont laissé tomber Moubarak, ils étaient sincères, mais ce sont les sincérités successives. La sincérité américaine en 2003, c'était d'intervenir pour renverser Saddam Hussein. Et la sincérité des États-Unis aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'ils ont fait une erreur. À propos de sincérité, l'enjeu est quand même considérable quand il s'agit de l'Iran, puisqu'il s'agit du nucléaire, avec des conséquences qui pourraient être dramatiques pour toute la région. Et c'est la raison pour laquelle vous-même vous disiez tout à l'heure que, à ma grande surprise, l'Arabie saoudite était devenue l'allié d'Israël. Oui, encore une fois, il faut prendre les termes
dans le sens faible. Je dis allié, c'est pas encore une fois l'alliance atlantique. Ce sont des alliances de circonstances, ça ne veut pas dire que c'est le grand amour. Bon, quant à l'accord nucléaire, naturellement, il va falloir en surveiller l'exécution d'extraordinairement près, mais on a gagné du temps. Et pendant ce temps-là, le pari, mais c'est un pari, comme tout pari, il faut surveiller, le pari, c'est que l'Iran a aussi des intérêts nationaux qui font qu'en tant qu'État, il va pouvoir faire des accords, pour ne pas parler d'alliance, des accords avec les uns et les autres, et en particulier avec les pays occidentaux. Je prenais tout à l'heure l'exemple des talibans, il y a là clairement des intérêts communs. Je crois aussi qu'il faut créer ce qu'on appelle une balance of power en anglais, un équilibre des forces. La balance of power a été détruite avec les guerres de l'Irak. Et comment restaurer ça? Précisément en essayant de renforcer l'Arabie saoudite, la Jordanie, etc., etc. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Merci beaucoup Thierry de Montbriand. C'est ce que Kissinger appelait la réelle politique. Voilà, c'est votre version. La réelle politique n'est pas le cynisme. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est différent. Oui, mais ça supporte quand même parfois le mensonge puisque vous ne croyez pas dans la sincérité des États entre eux. Merci beaucoup. Surtout quand ils la proclament. Merci beaucoup. Fin de la première partie. Dans 4 minutes précisément, nous nous retrouverons pour la seconde partie de Paris Jaffa.